Nous démarrons ce bulletin d'information avec la rentrée universitaire ou la reprise des cours à l'université. 17 000 étudiants attendus. Les autorités universitaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar rassurent que tout est fin prêt pour une bonne reprise, notamment de la restauration et de l'hébergement. Rien n'a été laissé en rade, n'empêche que les étudiants émettent des craintes. Donc voyons cela dans ce reportage signé à Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. ay mesures barrières yoo xam te ni faaw ñu respecté ko ngir mën a dugg ci biir UCAD ngi jël matuwaayam ci ubbite année universitaire bi lépp ak fukk ak juróom-ñaari junni ndongo la ñuy xaarandi. ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñooy waa L3 ak waa M1 en tout cas loolu lañ jàpp fii ñuy waxee nii parce que gisaguñu leneen lu ko dindi donc ñun ci loolu lañ nekk di liggéey liggéey bi nag daanaka lépp yemb na. lim gu takku wante du ñu am jafe ci wàllu restauration ndaxte fii day capacité d'accueil bi ñu ngi ko xayma ci lu ëpp fanweer. Ce n'est pas la bonne version, certainement, mais j'y reviendrai avant la fin de ce bulletin d'information. Donc, c'est la reprise des activités pédagogiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'université de Saint-Louis, dans toutes les universités sénégalaises, notamment, sauf Ziguinchor, Chérif Dia. Oui, sauf Ziguinchor, qui reprend ses cours au mois de janvier à cause des perturbations quand même qu'ils ont connues. Et apparemment, donc, c'est une reprise graduelle, d'après les autorités. Graduelle, quand même, que les étudiants n'arrivent pas à accepter. Certainement, nous verrons comment cette situation va évoluer. Nous parlons à présent des inondations avec des habitants des parcelles Zasseni, unité 9 de Keur-Massar, qui sont plongés dans un désarroi sans précédent. La zone sous les eaux pluviales n'est pas dotée d'un réseau d'assainissement. On pourrait signer Salif Sow et Asmalik Diop. De chez lui par les eaux pluviales, tous les matins, il vient récupérer le peu de biens qui restent à sa famille. Nous sommes obligés de vivre avec les eaux, avec tous les risques. Présentement, la famille est logée dans une maison. Beaucoup de familles également sont parties. Une famille disloquée par le mal du moment, les eaux pluviales. Ici, à unité 9 des parcelles Zasseni de Keur-Massar, ils sont des centaines de familles à vivre un calvaire sans précédent. La situation elle est toujours là, de toutes les années, donc depuis 2014 jusqu'à présent, presque on vit la même situation. Donc il y a de l'eau qui déborde, il y a de l'eau qui rentre dans les maisons, il y a de l'eau qui rentre dans les ménages et tout. Donc vous voyez, comme il n'y a pas d'assainissement, il y a toutes les eaux sont mélangées en ce moment. Cette autre femme et sa famille aussi vivent au milieu des eaux ces derniers temps. Les enfants sont très exposés. Nous vivons dans un danger permanent. Sa maison ceinturée par les eaux pluviales, cette dame aux vieilles jambes a vu sa mobilité réduite. Imaginez avec mon âge, là, je n'y peux rien. Nous sommes très fatigués. Que l'État nous vienne en aide. Eux qui n'ont pas où aller affrontent les affres des inondations sans armes. Lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Sénégal, avec une augmentation du nombre de guéris notés cette semaine. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Kardiata Diallo. Elle est responsable du centre de traitement de FAN. Elle explique ces tendances par le traitement à domicile qui porte ses fruits, entre autres. Elle a rencontré nos reporters Maïmouna Ndiaye plutôt et Diafaraba. Il est déjà dans sa tenue sauveur, une manière aussi de démarrer sa journée. Sans trop attendre, il va à la rescousse d'un malade de la COVID-19. Ce patient qui vient d'être hospitalisé au moment de notre arrivée au centre de traitement de FAN. Dr Kardiata Diallo et son équipe se félicitent du nombre de guéris notés dans ce centre. Les jeunes sont beaucoup plus enclins à aller se faire dépister. Et ils savent que s'ils ne se dépistent pas, peut-être qu'ils vont faire des formes simples, mais qu'ils peuvent transmettre la maladie à un de leurs proches qui peut, lui, faire une forme grave.
Je pense qu'ils ont fait une prise de conscience. C'est ça qui montre que de plus en plus on a des cas, c'est les jeunes. Heureusement, c'est des cas, lorsque c'est pris en charge de manière précoce, il n'y a pas de problème. Dès l'instant que les personnes savent que lorsqu'elles sont atteintes, elles peuvent être prises en charge à domicile si ce n'est pas des cas compliqués. Donc, ils sont plus enclins à aller se faire dépister très tôt. Toujours dans la stratégie de riposte, ces professionnels de la santé insistent sur la sensibilisation, la jeunesse en particulier. Que la communication, je pense qu'elle est en train de passer. La stigmatisation est maintenant moindre. On souhaite que ça continue comme ça. Le déni aussi, parce que si les gens ont des signes et sentent le besoin d'aller se faire dépister, ça veut dire que le déni est en baisse. Donc, mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Dans ce centre de traitement, les résultats sont encourageants, prise le corps médical avec un délai de traitement de plus en plus court. C'est au cas par cas. Selon le signe que vous avez, une ordonnance est prescrite. Vous allez acheter ceci, vous allez acheter cela. Et chaque jour, ou bien chaque 2 jours, le médecin, en tout cas l'équipe de prise en charge appelle pour voir comment vous allez. Ça peut ne pas faire 2 semaines, ça peut faire 10 jours, des fois 1 semaine, 10, 11 jours. Le combat contre le coronavirus est toujours d'actualité. En sus des efforts consentis par l'État et les professionnels de la santé, l'implication des relais communautaires aussi très attendue. On vous en a parlé hier ici, Icon City, évalué à plus de 3 000 milliards de francs CFA. La première phase plutôt, sera livrée en 2023. L'artiste sénégalo-américain a prévu toutes sortes d'infrastructures universitaires, hospitalières, des stades, hôtels, habitations, commissariats sur ce site de 500 hectares. Mais en attendant, les habitants de Mbodiène attendent toujours des impenses. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu ce lundi. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Icon City va coûter plus de 3 330 milliards de francs CFA. Le projet est élaboré pour 10 ans, mais la première phase sera livrée en 2023. Icon City sera l'exemple de la ville idéaliste africaine, qui sera une ville où nous pourrons avoir toutes les opportunités. On utilisera la crypto-monnaie. Nous sommes en train de travailler avec plus de 45 000 entreprises aux États-Unis qui sont en train de voir comment pouvoir créer des opportunités d'emploi, des opportunités d'affaires ici dans cette ville, Icon City. Cette ville sera implantée à Mbodiène. Les populations espèrent que ce projet sera bénéfique pour elles. Elles ont donné, sous la bannière de la SAPCO, 500 hectares à Icon. On vous a donné 500 hectares, il n'y a pas eu de problème. Cela voudrait dire qu'on a beaucoup d'espoir sur ce projet. Vous avez commencé à donner des impenses. On vous exhorte aussi d'accélérer ce processus. L'artiste Alioune Badara Thiam de Icon rassure les populations de Mbodiène. Par rapport à la main-d'œuvre, nous savons que Mbodiène est une zone d'agriculture. Nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un système agricole qui va bénéficier aux populations locales et les faire bénéficier des technologies, des nouvelles technologies de l'agriculture pour qu'ils puissent exploiter dans des surfaces beaucoup plus réduites avec des productions améliorées. La pose de la première pierre d'Icon City est présidée par le ministre du Tourisme. Alioune Sarr a profité de l'occasion pour exhorter Icon à accélérer les travaux. Selon lui, ce projet contribue à la relance du tourisme. Icon City, Moudoufal, vous avez réservé votre parcelle sur place déjà? Non, j'ai bien le choix quand même. En tout cas, c'est un beau cadre, Mbodiène. Magnifique. Bon, on espère que cette ville va nous égayer. En attendant, vous êtes à l'université donc pour voir les préparatifs de la reprise des cours. Plus de 17 000 étudiants donc attendus et sur place, on nous dit que tout est fin prêt pour la restauration. L'hébergement n'empêche, les étudiants ne sont pas du tout rassurés. Des entrées filtrées, les mesures barrières exigées aux personnes qui accèdent à l'intérieur, l'UCAD se renforce pour une bonne reprise de l'année universitaire. Plus de 17 000 étudiants sont attendus. Si on se conforme en tout cas aux décisions de l'Assemblée de l'université, les L3M1 font à peu près 17 000 à 18 000 étudiants. Donc nous sommes dans cette fourchette-là. C'est le nombre d'étudiants que nous attendons à partir de demain. Un nombre impressionnant certes,
mais maîtrisée pour une bonne restauration. Ici, la capacité d'accueil dépasse les 30 000 étudiants. Nous sommes en mesure de servir jusqu'à 26 000 étudiants par repas. Alors, et les 26 000 étudiants par repas, c'était pour un effectif de étudiants. Mais n'empêche, les étudiants émettent des craintes. Reprendre les cours en pleine pandémie fait réfléchir. Nous ne sommes pas du tout rassurés en venant à l'école. Parce qu'on a juste mis là-bas des thermoflash et puis des seaux pour se laver les mains. Bon, c'est un peu rassurant, mais ça reste à voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Demain, nous serons au rendez-vous. Nous espérons que tous les moyens seront déployés afin d'avoir accès aux amphis et aux salles de classe. Ils n'ont pas le choix. La reprise est imminente pour espérer passer en classe supérieure. Nous sommes obligés de venir parce que nous voulons terminer l'année puis passer en classe supérieure. Quoi. Nous voulons que la reprise se passe dans les meilleures conditions en espérant une coopération entre les étudiants et l'administration. Les autorités universitaires se donnent corps et âme pour la sécurité des étudiants contre la Covid-19. D'ailleurs, toutes les chambres sont désinfectées à la veille de la rentrée universitaire. Nous restons avec vous, Maudouval, pour la page internationale et nous démarrons avec la Côte d'Ivoire où l'Église se démarque du projet troisième mandat d'Alassane Ouattara. L'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, a lancé un appel au respect du droit dans la concertation, un document produit dans lequel il dit je ne peux pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire. À mon humble avis, son devoir régalien de garant de la Constitution et de l'unité nationale, son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d'organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation. Et Côte d'Ivoire, toujours les proches de Laurent Gbagbo ont déposé le dossier de candidature de l'ancien président ivoirien. Malgré les discussions, les décisions des juridictions ivoiriennes, la plateforme de soutien à Laurent Gbagbo a décidé, et très motivée également, pour que la candidature de l'ex-président ivoirien soit acceptée. En Guinée-Conakry, pour parler d'Alpha Condé, plus de doute sur sa candidature. Après des mois de suspicion, c'est désormais officiel, le président guinéen sera candidat à l'élection du 18 octobre prochain. L'annonce a été faite hier à travers un communiqué du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, à travers un communiqué sur la chaîne nationale RTG, la chaîne guinéenne. Et au Mali, la junte militaire a été reçue par le général Moussa Traoré, ancien président de la République, après le renversement de Modibo Keïta. Le général estime que le coup d'État est un lourd fardeau. Nous l'écoutons. Ces jeunes colonels, ce sont mes enfants. Il leur a donné des conseils à mes enfants, qui sont des officiers qui dirigent le pays. Et selon mon expérience, les fonctions que j'ai occupées. Et je leur dis les erreurs commises, ce qu'il faut éviter. Et j'espère qu'ils ont compris et qu'ils éviteront ces erreurs-là de manière à ce que le Mali soit sur le droit chemin. Je n'ai jamais désespéré de mon pays. Je l'affirme. Bon, il y a trop de gâchis, mais il y a encore parmi nous des patriotes. Ces patriotes-là, ils vont les faire sortir pour mettre le Mali sur ses jambes. Ça, c'est certain. Au Soudan, le gouvernement de transition a formalisé un accord de paix avec les 5 principaux groupes rebelles du pays. Une étape donc très importante pour la résolution d'une série de conflits qui ont déchiré le pays depuis plusieurs décennies. Récit signé Al-Hassan Ba. L'accord de paix historique destiné à éteindre une guerre de 17 ans au Soudan, en particulier au Darfour, où des centaines de milliers de personnes ont été tuées, a été paraphé hier lundi par les autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles. Un accord paraphé en 2 temps lors d'une cérémonie à Djouba, au Soudan du Sud. D'abord, les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre a débuté en 2003, a fait dans les premières années au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU. Puis le mouvement rebelle du Kordofan Sud et Nil Bleu, où la guerre a affecté 1 million de personnes.
Entre le passage de chaque groupe de signataires, un chanteur accompagné d'un orchestre entonnait des chants traditionnels. Pour les autorités, c'est en uniforme militaire qu'Akik Mohamed Hamdan Daglo, vice-président du Conseil de souveraineté, est accusé d'avoir commis des atrocités au Darfour durant la guerre civile, a paraphé l'accord. Encore plus symbolique, les ennemis d'hier, Mohamed Hamdan Daglo et les chefs des mouvements rebelles regroupés au sein du Front révolutionnaire soudanais, FRS, se sont serrés la main et ont même initié quelques pas de danse. Al-Hassan Ba au Liban, donc le nouveau premier ministre Moustapha Adib s'est engagé ce lundi à l'issue de sa désignation à former en un temps record une équipe ministérielle formée d'experts et de personnes compétentes et chargées de mettre en œuvre des réformes longtemps attendues. Le tout nouveau ministre a obtenu le soutien de 90 des 120 députés du Parlement. Et nous terminons avec le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir depuis plus d'une décennie dans la bande de Gaza, qui a annoncé donc ce lundi un accord pour mettre fin aux échanges de tirs avec Israël, quasi quotidien au mois d'août. Un accord conclu pour contenir l'escalade et mettre fin à l'agression sioniste contre leur peuple, a déclaré le Hamas dans un communiqué. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidjane Diaw. Et à noter également, que Donald Trump, le président américain, est attendu aujourd'hui à Kenosha, là où, comment il s'appelle encore, Jacob Blake a été abattu, mais tiré par balle. Blessé par balle. Car il y a des manifestations où ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer à quelques mois de la présidentielle. Ouais, tout à fait. Il le conçoit comme une provocation. Parce que Donald Trump, quand même, c'est un président atypique. Un président qui tire les ficelles. Il ne fait rien comme les autres. Merci Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidjane et Mamadou Fall pour cette première tasse actu bien servie. Rendez-vous dans cette deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.